Bonjour, bienvenue sur le podcast Baris Pulse. Aujourd'hui, on reçoit Stéphanie Cossé, conseillère juge au prud'homme. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Stéphanie Cossé, qui est notre invitée. Donc bienvenue sur Baris Pulse. Donc un nouvel épisode. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux en fait à nous suivre sur notre chaîne podcast. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très intéressant et on va parler donc du parcours de Madame Stéphanie Cossé, qui est concrètement conseillère au juge prud'homme de Paris. Oui. C'est bien ça. Oui. Et vous êtes aussi dirigeante d'entreprise Oui. et aussi consultante et notamment vous êtes spécialisée dans le domaine de la beauté. Oui. Bon, alors du coup, Stéphanie, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de parler de votre carrière et de votre parcours en tant que conseillère au juge prud'homal, ce que vous faites, votre quotidien. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à rentrer dans le domaine. Ensuite, nous allons parler du coup de votre casquette aussi de dirigeant d'entreprise et surtout, qu'est-ce qui allie les deux pour vous, sachant que vous êtes plutôt du côté du patron que du salarié, donc on va en parler. Tout à fait. Je défends les employeurs. Oui. Alors, ce qui m'a amené à postuler et à me présenter aux élections, c'est avant tout d'aider, de conseiller les patrons d'entreprise, de défendre les patrons d'entreprise. Voilà, et qui fait finalement notre quotidien en tant que chef d'entreprise. Parce que ça fait combien de temps concrètement, Stéphanie, que vous êtes du coup dans le domaine du conseil prud'homal ? Prud'homal, ça fait 3 mandats, donc D'accord. Ça fait 9 ans. D'accord, très bien. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant et parfois ça peut être rassurant. Parce qu'on tombe sur des cas qui sont plus compliqués que ce que l'on vit dans notre quotidien de chef d'entreprise. Donc c'est rassurant parfois. Très Mais bien. bon, on voudrait éviter. Alors, qu'est-ce que concrètement, Stéphanie, qu'est-ce qui vous a poussé à en arriver à cette fonction-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel était le déclic ? Vous dites, OK, là, j'ai envie de passer un peu de l'autre côté. Eh bien, au bout de une vingtaine d'années d'entrepreneuriat, avec plus de 200 collaborateurs, on a une expérience juridique dans le droit du travail, les procédures. Et j'avais envie d'aider, de rendre service à certains employeurs et pourquoi pas salariés. Et voilà, c'est pour ça que je me suis présentée et c'est extrêmement intéressant. D'accord, parce que vous avez connu aussi un peu comme toutes les galères et toutes les aventures du chef d'entreprise classique. C'est un peu l'aventurier des temps modernes, en fait, l'entrepreneur aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, j'ai connu les difficultés de licenciement, de mise à pied, d'avertissement, etc. Pas forcément des procédures prud'homales. Ou beaucoup de menaces, en revanche. Ouais. Beaucoup de menaces. Ça. Mais des procédures pas plus que ça. J'avoue. Bon. Je suis plutôt satisfaite. En plus de 26 ans, du coup De 26 ans de carrière d'entrepreneuse. D'accord. Et vous continuez toujours, en fait, concrètement vous Oui, avez toujours, mais j'ai décidé d'arrêter. Et d'arrêter de manager du personnel. D'accord, ok. Parce qu'en fait, c'est trop pesant, parce que c'est trop fatigant. Pesant. Une charge mentale énorme. Ouais, psychologiquement, c'est dur. Oui. Psychologiquement, c'est dur. Le management représente près de peut-être 95% du travail du chef d'entreprise. Ouais, je suis d'accord. Et maintenant, j'ai envie de développer autrement, de conseiller les entrepreneurs, d'aider. Je suis très fière de ce que j'ai fait. J'ai amené pas mal de collaboratrices à évoluer, à monter en compétences. Mais maintenant, je suis un peu lassée, fatiguée de manager. Manager, c'est aussi coacher, c'est aussi assister. Ouais, c'est beaucoup de psychologie aussi, beaucoup de sociale en France. Oui, beaucoup. Pas forcément la technique. Ok, la technique est là, doit être là. Mais il y a beaucoup d'assistanat, voilà. Ouais, et puis notamment en France,
c'est le pays, on va dire, très social. Ah oui. Et il y a toujours ce côté-là d'assister. Oui. Et pour un petit bobo, on n'est pas là. Et pour Oui. un machin, on n'est pas là. Oui. Et donc, du coup, c'est Et pas ça facile. complique énormément la vie de l'entreprise. Et la continuité, en fait, tout repose en fait sur le personnel. Ouais, et puis à un moment donné, on est épuisé, quoi. Ah oui. On n'a que des problèmes tous Oui, les jours. oui. On arrive le matin avec la boule au ventre. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer encore Oui, oui. aujourd'hui Ah mais Lui, tout à il est fait. pas là, elle est pas là, Oui. le manager, il est pas là, et les Oui. finances, elles en sont où, et nanana. Tout Mais à en fait, fait. ça finit jamais, concrètement. Oui. Oui. C'est une spirale. Et Les clientes sont là, mais le personnel n'est pas là. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a un magasin, on y va. Quand on en a 2, on gère. 3, 4, 5, 6, 7. Au bout d'un moment, on ferme. On ne peut pas ouvrir parce qu'on manque de personnel. Et ça, c'est plus possible. Ouais. C'est infernal. C'est très compliqué. En France, c'est très compliqué. On est quand même le pays où il y a le plus de protection au niveau des employés. Ouais. Le prud'homme n'existe pas dans un autre pays. Hein. ouais, c'est qu'en France. Ah oui, c'est qu'en France. Ouais, parce qu'on prend aux États-Unis, par exemple. Ah bah non, il n'y a pas. Du jour au lendemain, Ah oui. toi, t'es viré. Ouais. Enfin, c'est Ouais. rude, hein, mais. Et oui, mais ça peut être certains avantages. Peut-être que l'implication au travail est plus importante et plus intéressante. En France, on sait que on vient pas, le lendemain on vient, le surlendemain on ne vient pas. Bon, il va y avoir un avertissement et puis concrètement, c'est tout ce que l'on peut faire en tant qu'employeur. On peut pas faire grand-chose. Hein. Tout à fait. Et surtout, c'est tellement taxé au niveau de la main-d'œuvre en France que c'est de la folie. C'est-à-dire que quand, en fait, en France, on veut faire une embauche, il faut se poser plein de questions avant d'embaucher la personne. Oui. Déjà, en embauchant la personne, il y a tout un processus administratif à faire c'est qui affreux. demande du temps. Donc, il faut être sûr de l'embaucher parce qu'on ne va pas perdre 1 heure dans la paperasse. Ah, tu m'étonnes. Voilà. Et dès qu'il y a quelque chose, la personne arrive en retard ou la personne fait une erreur, une bêtise, il faut tout de suite sanctionner, malheureusement. Sinon, ça prend des proportions plus importantes. Donc il faut arrêter le litige. Et du coup, Stéphanie, quel est le rôle concret d'un conseil au prud'homme ? Concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Quel est ton rôle ? Eh bien, ce que je fais, c'est que je vais gérer les conflits, éviter les conflits, on va dire. D'accord. Donc en gros, dans un premier temps, c'est une conciliation, c'est ça ? Voilà, on passe en bureau de conciliation, où là, on ne rentre pas dans le fond du dossier, où on va essayer, on regarde vite fait les demandes, le pourquoi, le comment, mais vite fait, on survole, on ne rentre pas dans le fond, et on essaie de voir s'il y a moyen de concilier. D'accord. Et en général, qu'est-ce qui C'est se passe ? rare que ça concilie. C'est très rare. D'accord. Très, très rare. Lorsqu'on concilie, on est très heureux. On est très, très heureux. Ça prend du temps, mais on est très heureux. Ouais. Et s'il n'y a pas conciliation, eh bien, l'affaire va en bureau de jugement. Là, quelques mois, il faut compter quelques mois, environ 6 mois, 8 mois, sur Paris, je veux dire. Ah ouais, parce que concrètement, les tribunaux, ils sont pleins. Surchargés. Ouais. Surchargés. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de personnel. Voilà. Oui, il n'y a pas de juge parce qu'on n'est pas des professionnels. Donc, on a nos vies à côté, notre travail à côté. On ne peut pas se permettre d'y aller tous les jours. Bien sûr. Et à Paris, les affaires vont assez vite. Bon, ça va. À Paris, oui. J'avoue, on est assez performant, je dirais. D'accord. Et donc concrètement, donc une fois que la conciliation est passée, donc si ça fonctionne pas, et là du coup il y a le jugement, c'est ça, c'est la deuxième étape. Bureau de jugement, Oui. avec présentation devant le tribunal, les avocats plaident, on étudie le dossier. Si tout va bien, les avocats plaident, s'il n'y a pas une demande de renvoi. Il peut y avoir demande de renvoi et être renvoyé 6 mois après. Ouais, parce qu'après ça peut continuer et on n'en finit plus. On n'en En finit moyenne, une affaire au prud'homme, ça dure combien de temps à peu près ? Une affaire classique. Alors, s'il n'y a pas de renvoi, ça peut être réglé en 1 an. D'accord.
Et encore un an, c'est beaucoup. Hein. Mais s'il n'y a pas d'appel, voilà. D'accord. Ah ben appel, ça peut durer des années, 3 ans, ça peut durer sans problème. Hein. À Paris. Quel type de dossiers viennent le plus souvent dans le cadre des prud'hommes, Stéphanie? Alors moi, je suis dans la section commerce, où on s'occupe de tout ce qui est hôtel, café, restaurant, transport. Transport, ça va de l'aéronautique au train, au VTC, voilà. Les gardiens d'immeubles aussi. Les banques, les assurances. Donc c'est tout type de dossier, tout type d'entreprise. D'accord, c'est très, très large en fait. Oui. Lié au commerce, concrètement. Oui, on peut traiter un dossier SNCF, RATP, comme le petit café du coin, voilà. D'accord. Et en moyenne, vous en avez combien par mois à peu près des affaires au juge des prud'hommes? Mais par jour, il y en a une vingtaine. D'accord. Mais vous, concrètement, vous en faites une vingtaine par jour? Ah non, alors vous avez aussi votre casquette de dirigeant d'entreprise. Oui. Donc on ne peut pas y être tous les jours. Moi, je vais en bureau de jugement 2 fois par mois. J'ai une dizaine de dossiers. D'accord. 5 environ par session. Ok, très bien. Quelles sont les leçons humaines et pratiques que vous tirez en fait de votre expérience de juge au prud'homme? Peut-être. En général, c'est un manque de communication. Les affaires se retrouvent au prud'homme par manque de communication. C'est-à-dire? Il y a forcément un conflit qui peut être réglé en discutant, tout simplement. D'accord. Après, il y a des règles de droit du travail qui rentrent en jeu. Et là, parfois, il y a des choses qui ne sont pas faites correctement, que l'on va rectifier en demandant des pénalités. Voilà. Quelle a été la pire affaire que vous avez connue jusqu'ici? Alors, il y a des affaires malheureusement drôles. Oui. C'est-à-dire? Racontez-nous vos anecdotes, ça nous intéresse. Un chauffeur de bus, par exemple, qui s'est énervé parce qu'une voiture a dû lui faire une queue de poisson, que sais-je, et qui a laissé tous les voyageurs dans le bus. Il est sorti, il a fermé, il est parti en courant et il voulait... frapper, en fait, le conducteur de la voiture. Voilà. Faut le faire, quoi, non? Eh oui. Et puis... les anecdotes, on va dire, assez compliquées, très rudes. Qu'est-ce que vous avez connu comme expérience? Du harcèlement. Harcèlement de quel type? Alors du harcèlement sexuel. C'est compliqué. Donc plutôt du côté du patron vers le salarié, c'est voilà. Ça? Ah ouais. Compliqué. Ouais. Y en a peu, heureusement. Mais lorsque ça arrive, c'est compliqué. Et des affaires pas cool, pas cool. Parce que je sais qu'il y a aussi des salariés, je sais qu'il y en a aussi qui mentent, en fait, concrètement, qui racontent des histoires. Beaucoup. Le patron, le manager, il a tenté de faire ci, il a tenté de faire ça. Comment est-ce que vous, quel est le flair, en fait? Comment est-ce que vous arrivez à déceler si c'est vrai, si c'est faux? Alors, on peut avoir du flair lorsqu'on écoute les plaidoiries. Après, on peut poser des questions. Après chaque plaidoirie, on peut poser des questions complémentaires. Et ensuite, on passe en délibéré. On se retrouve tous les 4 en délibéré. Donc, sur 4 juges, on est 2 pour l'employeur, 2 pour le salarié, avec un président d'audience qui peut être soit salarié, soit employeur. Et là, on rentre dans le dossier. Et on va éplucher le dossier. Donc le flair, au début, il ne faut pas trop s'y fier parce qu'on va voir les véritables pièces dans le dossier. Des attestations, des documents, des courriers. Puisqu'il peut y avoir des fausses attestations. Absolument. Il peut y avoir des faux courriers. Absolument. Non, en fait, c'est une enquête que vous ouvrez. Et oui. En moyenne, pour déceler une affaire comme ça prend combien de temps? Je ne sais pas, c'est un libéré, un délibéré. Ça dure 1 heure, 2 heures, ça se passe comment concrètement? On aimerait que ça dure 30 minutes. Ah ouais. On aimerait.
On aimerait, Ouais, c'est rapide. mais parfois ça peut durer 1 heure, 2 heures. Ouais. Donc en Deux gros, quand on n'est pas d'accord. en fait, là peut se jouer le destin de l'employeur comme celui du salarié en 30 minutes concrètement. Oui. C'est Alors, foudroyant quand même. Ouais. Si on n'est pas d'accord, si on ne tombe pas d'accord, les 4, eh bien, le dossier va en départage. Donc là, c'est un délai supplémentaire. Et là, il sera examiné. Alors, pour nous, c'est plutôt un échec lorsque le dossier va en départage parce que ça veut dire que l'on ne s'est pas mis d'accord, on a mal géré le dossier. Mais donc, lorsqu'on l'envoie en départage, là, ce sera jugé par un juge professionnel qui va trancher. Et est-ce que parfois, enfin, vous, Stéphanie, est-ce que vous avez été face à des affaires où parce que forcément vous ne connaissez ni l'employeur ni le salarié, on est d'accord. Oui, normalement oui. D'une manière générale, vous ne les connaissez pas, donc vous ne pouvez pas donner en fait un avis tranché. Enfin, c'est un avis neutre en fait, concrètement. Il faut, oui. Et est-ce que donc au fil du suivi d'une affaire, où concrètement, vous étiez là vous pour vous défendre, parce que vous êtes du côté du patron, et que vous saviez que en fait, que concrètement on va dire le délibéré était plutôt en faveur du salarié, et que vous n'avez pas en fait réussi à tirer votre corde. Comment ça se passe dans votre tête, psychologiquement, humainement, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, vous êtes chef d'entreprise initialement, vous êtes consultante. Parce que, en fait, vous avez encore une fois leur destin entre vos mains, concrètement. Parfois, il y a des dossiers mal ficelés, une lettre qui a été mal tournée, une lettre de licenciement mal exploitée. Eh bien, on est obligé de condamner. Enfin, on peut pas laisser passer. Ça fait mal au cœur, effectivement, de mettre un employeur dans l'embarras, mais bon, s'il a mal fait la procédure, on est obligé de condamner, malheureusement. Ok. Et du côté du salarié aussi, vous devez voir des cas hallucinants. Oui, tout à fait, oui. Donc là, tout à l'heure, on a parlé d'harcèlement sexuel, mais aussi d'autres types d'agressions oui, des bagarres. Des bagarres directement dans le... Enfin, des grosses bagarres ou des petites bagarres? Des grosses, des grosses. Physiquement, et ça part... Oui. Ah ouais. C'est quoi? C'est des boutiques, c'est des magasins, c'est des restaurants? C'est quoi? Ça se passe comment? On a eu une fois... je ne vais pas dévoiler le dossier, mais une petite épicerie où le patron n'était pas d'accord. Un soir, il a débarqué dans l'épicerie, il a fermé le rideau. Et là, il a menacé l'employé, et puis il l'a roué de coups jusqu'à ce que l'employé signe sa lettre de démission. Ouais, c'est pas... Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien? Non. Ok. Ouais. Et donc, du coup, là, comment est-ce que vous avez décelé l'affaire? Il y avait des témoignages? Comment vous arrivez à déceler le vrai du faux? Comment? Déjà, ce sont des choses qui ne se font pas. Oui, forcément. Ça ne se fait pas. Et il y a eu attestation, l'employé est allé voir le médecin, l'hôpital, voilà. Bon, et après, à partir de là... on est obligé de prendre parti. Bien sûr, forcément. Ouais, parce qu'il y a des bons et des mauvais partout, en fait. Tout à fait. Tant du côté patron que du côté employé, salarié. Oui, tout à fait. Ouais, donc on peut pas... donc en fait, on ne sait jamais, en fait, concrètement. On ne sait jamais. On tombe sur des dossiers, c'est toujours un mystère. Et là, en fait, il faut tout décortiquer, toutes les pièces. Et ça, c'est vraiment important. Oui. En ce moment, on nous demande beaucoup de harcèlement moral. Et alors ça, on en voit dans 90% des dossiers, harcèlement moral, qui en général tombe à l'eau. Okay. C'est pour demander une compensation financière supplémentaire, mais en général, ça tombe à l'eau. Il y a du harcèlement moral, il y a. Mais c'est un véritable harcèlement moral est quand même assez rare. Et il faut le prouver, il faut le justifier. Comment on prouve un harcèlement moral concrètement?
Ça doit être un acte répété Oui. sur une certaine durée. Voilà, déjà. D'accord. Est-ce que, Stéphanie, vous pensez que en France, parce qu'on dit toujours que le patron est très mal vu en France, d'une manière générale, encore une fois, il y a des bons et des mauvais partout, est-ce que vous pensez que c'est souvent, beaucoup plus souvent, le salarié qui gagne que le patron? Ou c'est une légende, ou c'est faux? Non, non, je dirais que c'est kiff-kiff, en fait. C'est-à-dire? Non. Il ne faut pas croire que c'est le salarié qui gagne systématiquement. Pas du tout. Okay. Pas du tout. On arrive... alors, effectivement, le patron a toujours vraiment une réputation de profiteur, de riche. Patron égale riche. En France? Oui. Il y a toujours cette image. C'est très français, ça. Ah oui, côté oui. Très français. Donc lui, je vais lui faire la peau et je vais entre guillemets, je vais lui gratter tout son argent. Oui. Alors qu'il faut vraiment faire la différence entre un chef d'entreprise de TPE et un patron du CAC 40. Ça n'a absolument rien à voir. Tout à fait. Et très souvent, même les chefs d'entreprise de PME ou TPE, souvent, en fait, même leurs collaborateurs, leurs managers ou leurs directeurs gagnent plus que eux-mêmes Absolument. Dans la société. Absolument. Donc ça veut strictement rien dire. Oui. Et donc concrètement, d'une manière générale, en termes de pourcentage, c'est plutôt le patron qui gagne, c'est plutôt le salarié qui gagne? Non, c'est plutôt 50-50, je dirais. D'accord. Vraiment, oui. Je dirais 50-50, oui. Faut pas croire que c'est le salarié systématiquement qui gagne. D'accord. Non. Et du coup, si on repart sur votre carrière personnelle, plus de chef d'entreprise, parce que vous avez sûrement eu des prud'hommes, vous avez sûrement eu des licenciements, des conflits, et en général, c'était vous ou vos salariés qui gagnaient à l'époque? Ou c'était toujours 50-50? Non, alors j'ai dû avoir 2-3 prud'hommes en 25 ans. Bon, ça va. Oui, ça va. J'ai dû avoir 2-3 prud'hommes. Je touche du bois, je croise les doigts, j'ai jamais perdu. Okay. Mais parce que j'étais quand même assez bien épaulée, juridiquement. Par de bons avocats? Oui. Il faut s'entourer. Il faut vraiment s'entourer. Ouais. Et laisser chacun exceller dans son domaine. Et tout ce qui est procédure de licenciement, il faut être très rigoureux. Très rigoureux. Ouais, parce qu'il y a un process, ça doit se faire comme ça. Oui. Donc il faut vraiment en fait, se faire conseiller par des avocats en fait, qui sont spécialisés dans le domaine. Oui, spécialisés dans le droit du travail. Il y en a. Ouais. Non, il faut tout respecter. Et quand on est chef d'entreprise, il ne faut pas perdre de temps. Lorsque quelque chose se passe, lorsqu'une erreur a été faite, il faut tout de suite, il faut lâcher ce que l'on est en train de faire et s'occuper du litige. Tout de suite. Il ne faut pas perdre de temps. On voit beaucoup, justement, au prud'homme, des patrons de TPE qui ont dit je ferai demain, j'ai pas le temps, là, j'ai Ouais, c'est une priorité. Concrètement, voilà. faut... Et c'est une priorité. Il faut tout lâcher et s'occuper du souci. Ouais. En fait, ce qui est compliqué pour un chef d'entreprise, c'est que dans les petites sociétés, le patron, il fait tout. Il est partout, concrètement. Il est multitâche. Donc, monter un dossier avec son avocat, ça prend du temps. Faut ramener toutes les pièces. C'est beaucoup de temps. Et du coup, lui, il est plus sur le côté commercial, concrètement, parce qu'il faut ramener de l'argent et le côté managérial. Et donc, du coup, il met de côté concrètement tout le côté process juridique et réglementaire. Oui. Ça prend énormément de temps. C'est pour ça que je disais que... c'est chronophage, surtout. Parce qu'en général, ça lui plaît pas, ça l'enquiquine. Donc... Ah oui. Rédiger une lettre d'avertissement ou une lettre de licenciement, si on veut la rédiger correctement, ça prend 1 heure. Au moins. Oui. Et ça, c'est par un spécialiste. Oui. Parce que si c'est un non-sachant, il met... Oui.
Alors, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais ça peut éviter d'en perdre beaucoup aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours s'entourer. Perdre de l'argent, perdre une petite somme peut éviter d'en perdre une grosse plus tard. Forcément. Voilà. Tu vois, Stéphanie, en France, il me semble que le code du travail, c'est le code du travail le plus compliqué dans le monde, ou un des plus compliqués. Oui. Enfin, c'est énorme. Oui. Comparé par exemple aux Suisses, le code du travail il est tout petit, il fait à peine, me semble-t-il, une quarantaine ou une cinquantaine de pages, si je raconte pas de bêtises. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Bon, encore une fois, toi, tu es plutôt du côté patron. Oui. de ton expérience. C'est bien ou c'est pas bien? Alors c'est bien parce que les salariés sont protégés. Protégés. Alors, ils sont bien protégés en France. Oui, bien sûr. Ils sont bien protégés, en plus avec tous les syndicats. Ouais. Donc en gros, tu as un CDI en France, c'est le Graal. Oui. Donc faut bien choisir. En fait, un patron, quand il est sur un CDI... il n'a pas droit à l'erreur. Ouais, il n'a pas le droit à l'erreur. Quand on est patron, embaucher un CDI, c'est la loterie, concrètement. Oui. Mais c'est vrai, c'est la loterie. Oui. Et là, c'est l'engagement, quoi qu'il arrive. C'est un mariage, quoi. Oui. Parce que le divorce, il peut coûter très, très cher. Oui. Tant financièrement que toutes les conséquences derrière. Oui. Il y a eu le système là de la rupture conventionnelle qui est sorti il y a quelques années, qui est très bien, qui est très très bien pour les deux parties. D'un commun accord, on rompt le contrat de travail. Ouais. Le salarié va percevoir ses indemnités de chômage, de fin de contrat. Le patron est débarrassé, sans poursuite. C'est un bon compromis, c'est très très bien, c'est exceptionnel en France ça. C'est exceptionnel. Bon, c'est en train d'être revu, mais par les syndicats. Mais en France, j'avoue que le salarié est très bien protégé. Oui, très bien. Ouais. Ouais, en fait, c'est un réel risque pour le patron, quoi. Oh oui. Le salarié, c'est un... Oh oui. Ouais. Parce que dans un premier temps, il y a une période d'essai, c'est ça, qui est aussi renouvelable, me semble-t-il. Qui peut être renouvelable selon les conventions collectives. Pas, tout ça. Donc là, il ne faut pas se tromper aussi au niveau de la période d'essai. Si on doit la renouveler dans les temps. Sinon, là aussi, on est pénalisé. Et c'est pas si simple que ça à renouveler une période d'essai. Hein. C'est pas si simple. Il y a tout un tas de conditions qui entrent en jeu aussi. Après, c'est beaucoup du cas par cas. Enfin, quand je parlais de harcèlement moral, c'est beaucoup du cas par cas. Il faut voir, faut vraiment être dans le dossier. Faut étudier le dossier, rentrer dans le fond du dossier. Chaque dossier est différent. Il faut étudier chaque pièce. Ouais, c'est ça. Et à ton avis, au niveau du coup, tu sais, aujourd'hui, tout s'internationalise, la mondialisation. Hein, donc nous, Français, on est Européens, mais après aussi à tout le monde. C'est aussi un risque pour les entreprises étrangères quand elles veulent s'installer en France. Parce que en fait, tout est compliqué, administrativement c'est compliqué, on paye énormément d'impôts, beaucoup de charges sociales. Et surtout, derrière, s'il y a un licenciement, ça peut coûter très, 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 très cher. Donc, du coup, même pour le commerce, d'une manière générale, pour les sociétés du coup internationales, quand elles viennent s'installer en France, même ça, en fait, c'est un frein pour l'économie, concrètement. Ouais, tout à fait. Mais est-ce qu'il y a des sociétés internationales qui viennent encore s'installer en France ? Je vois pas. Ouais, il y en a je vois pas. Concrètement. Bah oui, justement, elles partent, elles quittent la France. Ouais, même les dommage. Entreprises françaises quittent la France. Oui, bien sûr, c'est dommage. Oui, c'est dommage, mais donc c'est une question de politique, en fait. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Les charges sont tellement importantes, c'est tellement compliqué de monter une entreprise en France. Administrativement, c'est d'une extrême complexité. Et ça a un coût. Tout a un coût. Un papier a un coût en France. Ouais.
Donc je ne vois pas d'entreprise internationale venir s'installer en France. Bien au contraire, ils partent. Ils partent plutôt. Et du coup, maintenant, si on parle de ta carrière entrepreneuriale, parce que tu as quand même monté une belle... tu as quand même monté un petit groupe, oui. Un beau petit groupe autour de la beauté, du coup, parce que tu t'es spécialisé dans la beauté. Alors déjà, pourquoi la beauté? Je me suis retrouvée là par hasard, un peu par hasard. Ouais. J'ai eu une envie de monter un commerce, parce que j'ai ça dans le sang, le commerce. C'est plutôt familial, hein. On est une famille de commerçants. J'ai monté un institut de beauté, pourquoi pas. Et puis, ça a bien marché. J'en ai monté un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Voilà, un petit groupe. Et je me suis amusée au travail. Ouais. Je dois dire que je me suis amusée. Vulgairement, je me suis éclatée. D'accord. Vraiment. Plus en termes de challenge, plus passionnel, plus émotionnel. Tu étais plutôt dans quel... Pour moi, le travail est une passion. D'accord. Donc, je me suis vraiment éclatée. Lorsque ça ne me plaisait plus ou ça n'était plus rentable, je revendais, je rachetais autre chose. Voilà. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est de créer, de monter, de récupérer des entreprises en difficulté pour remonter les chiffres. Voilà, ça c'est hyper intéressant. Revendre, racheter, voilà. Je me suis vraiment amusée pendant 25 ans. D'accord. Donc en gros, tu étais l'aventurière qui était là. J'ai pris de gros risques. Mais bon, je me suis bien amusée. D'accord. Et donc là, tu as arrêté ta carrière de chef d'entreprise. Tu n'es plus aujourd'hui chef d'entreprise. Tu es consultante maintenant. Tu fais du consulting. Oui. Et pareil, donc du coup, tu t'es spécialisée dans le domaine de la beauté. Oui. Alors concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Je me suis aperçue, en étant également au tribunal de commerce, en m'occupant des procédures collectives, que ce milieu de la beauté, des instituts de beauté, était très compliqué. Dans quel sens ? Il y a beaucoup de fermetures, il y a beaucoup de difficultés à tenir ce type d'entreprise. Et de par mon expérience, de par toutes les difficultés que j'ai pu traverser, j'avais envie de conseiller, d'aider. D'accord. Les entrepreneuses qui se spécialisent dans ce secteur, d'aider les entreprises en difficulté. C'est un milieu de femmes, concrètement, hein, les salons de beauté. Oui, c'est quand même plutôt un milieu de femmes, oui. Il y a quelques hommes, mais c'est rare. Voilà, et en fait faire profiter de mon expérience. Et concrètement, qu'est-ce que tu leur apportes en consulting ? Des conseils dans la gestion du quotidien de leur institut, conseils en recrutement, en formation, j'évalue leur chiffre d'affaires, D'accord. Je regarde un petit peu leur reporting, un petit peu les techniques de vente, de protocole appliqués, voir les évolutions, voilà. Et je propose des services, un suivi mensuel. Et comment ça se passe ? En gros, tu leur fais un audit, oui. Et puis après, tu les accompagnes, oui. Ou alors c'est... D'accord. Tout à fait. Donc tu leur fais un audit, tu les accompagnes. Je fais un audit, voilà, pour voir déjà où ils en sont. Si l'affaire est viable, parce que parfois il faut se mettre à l'évidence et il faut parfois arrêter, stopper avant que ce soit trop tard. Voir s'il y a moyen de continuer. S'il y a moyen de continuer, eh bien on met les bouchées doubles et on voit ce qui peut marcher et ce que l'on peut développer. Et s'il faut arrêter, eh bien j'accompagne dans les déclarations de cessation de paiement, dans les procédures, voilà. D'accord. Ouais, tu es vraiment très diversifié dans le conseil, d'une manière globale, en fait, pour que, en gros, ton client qui a son institut de beauté puisse, en fait, se développer. Oui, se développer et éviter de perdre de l'argent et essayer d'en gagner. Est-ce qu'aujourd'hui, tu conseillerais à un entrepreneur qui se lance, notamment dans ton domaine, la beauté, de faire directement appel à... en gros, t'es une coach, concrètement. Oui. De faire appel à un expert comme toi dès le début, ou d'attendre que en fait, l'entrepreneur lui-même fait déjà ses premières armes sur le terrain, et puis après, qui contacte une personne
un Le expert dans problème, le c'est domaine? qu'ils contactent des professionnels un peu tard, Ah, d'accord. quand le bateau a commencé à couler. Donc là, il faut récupérer. Non, ce serait bien que les personnes qui créent des entreprises sachent s'entourer dès le début. Regardent vraiment le marché, est un accompagnement juridique béton pour après voir. Mais en général, oui, ils contactent des experts quand il est un petit peu tard, malheureusement. Ouais, ça, c'est dommage. Et oui. Parce que tu vois, je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme tu le sais, je suis aussi entrepreneur. Et en fait, j'ai fait, comme tous les entrepreneurs, plein de bêtises. Et concrètement, en fait, j'aurais aimé, en fait, dès le début, m'être entouré, en fait, d'experts dans le domaine pour qu'ils puissent me donner, en fait, toutes les billes. Mais au début, on apprend de nos erreurs. Enfin, c'est Tout à comme fait. ça. C'est Mais c'est bien. les erreurs classiques du chef d'entreprise, Oui. en fait, concrètement. C'est bien aussi, hein, parce qu'on apprend Ah oui, de nos oui, tout erreurs. à fait. On apprend de notre parcours professionnel. Mais c'est aussi bien, en fait, de se faire accompagner par des experts Oui. nichés, en fait. Oui. Parce que toi, tu es sur un domaine de niche, concrètement. Alors au début, quand on débute, on se sent tellement fort qu'on pense que l'on va y arriver tout seul. Ouais, exactement. Mais je pense que chacun a son métier, chacun doit s'occuper de sa partie. Et un chef d'entreprise ne peut pas être bon dans tout, comme un comptable ne peut pas être bon dans tout. Il est bon dans sa comptabilité, mais peut-être pas dans le juridique. Voilà, s'entourer des bonnes personnes. Et on ne peut pas réussir à tous les coups. Moi, dans toutes mes affaires que j'ai eues, il y en a qui n'ont pas marché, d'autres oui, d'autres moins bien. Forcément. Et puis c'est normal. Et puis c'est bien parce que ça permet d'évoluer, ça permet de faire des progrès. Non, mais c'est très bien, ce sont des expériences qui sont toutes bonnes à prendre. Bien sûr. Et concrètement, aujourd'hui, quand tu mets en relation aujourd'hui ton ancien parcours de chef d'entreprise, concrètement, aujourd'hui, ton statut de conseillère au Prud'homme, et ton statut de consultante, quand tu allies les trois, qu'est-ce que tu peux dire sur Stéphanie Cossé? Qu'est-ce que ça t'a apporté d'une manière générale? Et qu'est-ce que ça t'apporte aussi, puisque tu continues toujours? Si je devais recréer une entreprise ou un groupe, je serais un peu plus solide. Avec tout cet accompagnement. Au niveau réglementaire, tu parles? Tout. D'accord. Parce que, oui, au niveau de la réglementation aussi, ça, c'est quelque chose. Au niveau réglementation, juridique, marketing, tout. Management, tout. C'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut débuter. Bien s'entourer, voilà. Et moi, personnellement, alors quand je vois les difficultés actuelles... Les difficultés à quel niveau? Dans la création d'entreprise, en ce moment, je ne sais pas si je conseillerais... Mon conseil serait d'attendre un peu. Avant de créer la société? Oui. Et pourquoi? C'est compliqué en ce moment, c'est très compliqué. Tu parles de quoi? Dans le commerce, tu parles? Dans le commerce, oui. Et qu'est-ce qui est compliqué? Alors, le recrutement est très compliqué. Et là, on est dans une phase où la façon de consommer change. Autant dans l'achat de produits comme le prêt-à-porter, comme dans le retail, que dans les prestations de services. La façon de consommer est en train de changer. Et tu parles face à la digitalisation, face aux IA, c'est ça? Tout ça, D'accord. Oui, il faut suivre... Mais c'est très bien, hein, c'est très bien. On va vers un nouveau modèle. Il faut le temps de s'adapter. Ouais, mais concrètement, si tu veux, un institut de beauté, derrière, c'est fait aujourd'hui par des humains. Oui. C'est quand même un moment de plaisir. Quand un client ou une cliente va dans un institut de beauté, c'est quand même un moment de plaisir, généralement. Oui, alors la prestation en soi ne pourra
pas changé. Mais il y a tout ce qui est autour. Les prises de rendez-vous, maintenant, se font en ligne. On fait appel à pas mal d'appareils aussi. D'accord. Les appareils minceurs, les appareils pour l'épilation, les appareils... voilà, il y a pas mal de choses qui changent. Hein. D'accord. Et avec lesquelles il faut... Enfin, ça va changer, en fait. D'accord. Et du coup, tu vois, Stéphanie, quand tu dis vaut mieux attendre un peu avant de créer, mais tu penses pas que ça va toujours continuer, en fait la technologie, l'IA Alors malheureusement, en ce moment, alors c'est très bien l'IA, la technologie qui évolue, c'est très bien. Mais en ce moment, il y a quand même pas mal de facteurs un petit peu compliqués dans le monde. Oui, bien dans sûr. Le monde. Donc au niveau politique, géopolitique, au niveau économique d'une manière générale. Voilà. Et ça joue. Forcément, c'est un petit exemple simple, hein, mais les Français ont de moins en moins d'argent, hein, concrètement. Aujourd'hui, entre faire un plein où le plein a quasiment doublé en très peu de temps et aller chez l'esthéticienne, par exemple, à un moment donné, il va trancher. Le potentiel client, il va préférer mettre son plein que d'aller chez l'esthéticienne et mettre 50 €, par exemple. Voilà, c'est les façons de consommer qui changent. Bien sûr. Alors on dit que les Français ont moins d'argent. En fait, je pense que les Français sont les premiers épargnants dans le monde. Donc ils vont mettre leur argent ailleurs. Ils vont le coffrer, ils vont le laisser. Voilà, ils partent en vacances en revanche. Les vacances sont très importantes. Voilà, donc il faut suivre un petit peu les tendances, les habitudes des Français. Alors tout ce qui est plaisir, beauté, c'est plus primordial. Ah, ce n'est plus primordial, tu dis ? Non, non, ce n'est plus primordial. Ouais, c'est dommage. Et elles ont appris, depuis le Covid, à faire elles-mêmes. Beaucoup. Ah ouais. C'est tellement facile. On va sur les réseaux, on peut apprendre facilement. Sûr. Tu vas sur YouTube, voilà. Tu prends un tuto de make-up, et voilà, et puis... Apprendre à se faire à se poser le vernis, voilà, c'est pour ça. On peut acheter des choses pas chères, voilà, c'est... Ouais, les tendances changent, en fait, concrètement. Oui. C'est dans ce sens-là que je me dis qu'il faut attendre un petit peu, bon, déjà, par rapport à la conjoncture, et faire attention aux nouvelles façons de consommer, qui sont particulières depuis le Covid. Parce que tu vois, en fait, dans la beauté, bon, après, ça dépend dans quel pays. Mais c'est vrai que dans les pays occidentaux, je trouve aussi, tu vois, les femmes, bon, moi je te parle de mon avis personnel, hein, elles ont tendance à beaucoup moins peut-être se maquiller ou s'apprêter, alors que tu vois, de plus en plus dans les pays, dirais-je, africains, dans les pays du côté du Moyen-Orient, en Asie, là-bas, c'est tout le contraire. Tout à fait. Elles sont de plus en plus féminines, elles se rapprêtent de plus en plus. Pour n'importe quelle occasion, elles vont aller au coiffeur, chez l'esthéticienne, dans un salon de bronzage. Tout à fait. Alors que dans les pays occidentaux, il y a peut-être aussi le côté féministe qui fait ça. Bon, après, c'est un autre sujet, mais... je pense que c'est un autre sujet. Ouais, c'est peut-être un autre sujet. Ça fait partie de la coutume. La française, alors déjà, la française du Nord et du Sud est différente. D'accord. Elle va plus souvent chez le coiffeur dans le Sud que dans le Nord. Ah bah oui, forcément, il fait plus beau, il y a le culte du corps. Ouais, mais enfin, c'est bizarre, hein, c'est... l'histoire de l'épilation, par exemple. Aux États-Unis, ça ne se fait pas. Personne s'épile. Elle se rase. D'accord. Il n'y a pas d'épilation, elle se rase. Ok. Donc après, c'est question de coutume d'un pays à l'autre. Les Françaises, ne sont pas... et encore, sont un peu plus féminines qu'avant, parce que l'esthétique s'est bien démocratisée depuis 20 ans. Oui, il y a 30 ans, ça coûtait très cher d'aller dans un institut de beauté. C'était réservé aux femmes ayant un certain pouvoir d'achat, oui. Ouais.
Là, bon, ça devient coutumier de se faire une manucure. Aux États-Unis, par exemple, se faire une manucure, ça fait partie de leur quotidien. C'est normal de se faire les ongles, de se faire un brushing. C'est normal, ça fait partie du quotidien. Et pas en France. Ouais, dommage. Voilà, c'est bizarre. Hein, ouais. Et pourquoi t'as pas monté tes business du coup à l'étranger? Je suis française, je suis restée en France. Voilà. Je sais pas. Ouais, c'est vrai, c'est une question. Ouais, c'est vrai. J'aurais pu. Qu'est-ce que tu peux retenir de ta carrière, de ta carrière de chef d'entreprise, de ton statut de conseillère au prud'homme et aussi de consultante aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux retenir de tout ça? Quel serait le mot, un ou deux mots qui pourraient conclure un peu Alors, je me suis ton bien amusée. expérience? Ouais. Je me suis bien amusée. Lorsque les gens ne se plaisent pas dans leurs activités, leur travail, leurs activités, je préfère parler d'activités, il faut changer, il faut passer à autre chose. Ouais, je suis d'accord. Il faut passer à autre chose. C'est simple, en France, on a la possibilité de faire ce que l'on veut. On a quand même pas mal de facilités. Voilà, il faut vivre, il faut s'amuser. Et il faut prendre le travail. C'est un gagne-pain, certes, mais il faut aussi prendre du plaisir. Ouais, bien sûr. Tu prends plus de plaisir, autant ne pas le faire. Oui, faire autre chose. Ouais. Parce que si tu viens au travail tous les jours aigri ou avec la c'est boule au horrible. ventre, C'est pas possible. Il faut arrêter. bien sûr. Ouais, bien sûr. Oui. Non, vraiment, prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Est-ce que tu prends du plaisir dans ce que tu fais aujourd'hui? Ah oui. Tant du côté juridique que du côté consulting. Oui, c'est toujours très intéressant. Côté juridique, prud'homme, oui, il y a toujours ce côté humain très intéressant. Et en consulting, oui, aider une entreprise, c'est toujours valorisant d'aider, de conseiller, de sortir la personne, le chef d'entreprise, d'être à ses côtés. C'est toujours valorisant, oui, ça fait toujours plaisir d'aider les gens. Tu as des enfants aujourd'hui, Stéphanie? C'est peut-être un peu personnel. Non, j'ai pas d'enfants parce que je développais mes entreprises. J'ai tout misé dans mes entreprises. C'était des bébés, en fait, tes entreprises. Oui, voilà, c'est ça, oui. Oui. Ou alors des nièces, des neveux ou... Des animaux. Ah, des animaux, ok. D'accord. Voilà, j'aide les animaux aussi. Je défends beaucoup la protection animale. Bien, plutôt, d'accord. D'une manière générale, du coup? Oui. Ok. Il y a une association ou une Plein fondation? d'associations. Très bien. Depuis combien de temps? Depuis que j'ai monté toutes mes entreprises, oui. Mon rêve était d'être posée, d'avoir toutes mes entreprises, d'être posée et de pouvoir me consacrer à la protection animale. C'est génial. Moi, j'ai un petit chien. Enfin, j'ai une chienne. Elle vient tous les jours avec moi au bureau. Mais voilà. Non, hélas, non. C'est un petit Shiba Inu que j'ai. Oui. C'est exceptionnel. Et oui. Et tu vois, en fait, je suis d'accord avec toi, la relation animaux et à l'humain, et notamment au travail. Oui. Franchement, moi, je le conseille aux dirigeants d'entreprise. Oui, d'accepter en fait, ça les animaux. apporte tellement de bonheur et de joie et au travail, c'est génial. T'as un petit coup de mou. Oui. Ton chien, ta chienne est là, ou même un autre animal, ça peut être un autre animal. C'est bien pour tout le monde. Et même pour les collaborateurs, Ah, parce que concrètement, en fait, ça crée beaucoup de joie au sein du travail. Ça peut éviter les conflits aussi. Oui, tout à fait. Ça peut éviter les conflits. Le chef d'entreprise qui vient au travail avec son animal est bien. Le salarié qui peut venir au travail avec son animal, du coup, il n'a pas l'obligation de rentrer vite. Il peut enchaîner le soir, sortir, etc. Tout à fait. Ça donne une ambiance plus... Une joie. Oui, au travail. Et tout le monde est content, le chien est content. Voilà, c'est bien. Quel serait ton mot pour la fin, pour conclure ce podcast, Stéphanie? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Le mot que tu aimerais. Épanouissez-vous au travail. Je suis d'accord. Épanouissez-vous. C'est le Amusez-vous. plus important. Oh oui. C'est la joie. Oui, vraiment. Bon. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Stéphanie. Avec plaisir. Merci pour ce podcast. Ce fut un réel plaisir pour moi.
Et je te dis éventuellement à une prochaine pour de nouvelles aventures. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.